Les amis, comment allez-vous? Moi ça va nickel, un peu pressé et stressé. C'est bientôt le début des vacances pour moi, je vais m'envoler dans une destination sublime. Mais avant tout ça, j'avais envie de parler avec vous de Montpellier. Qu'est-ce qu'on peut honnêtement attendre d'un club qui vient de terminer 12e sur la saison et qui ne s'est pas vraiment renforcé? Voilà, on va parler un petit peu de tout ça, on va parler des dynamiques du mercato qui va bientôt se terminer dans un mois, on va parler des dynamiques de la saison à venir, on va parler des jeunes pousses ultra excitantes qu'on a dans notre effectif, Montpellierin, puisqu'évidemment je suis supporter, et je vais essayer de laisser sur le côté mon âme de supporter évidemment, on va essayer d'être le moins clubiste possible on va dire. Qu'est-ce qu'on peut attendre également du deadwood, qu'on appelle ça le bois mort de l'effectif? Est-ce que on va attendre, est-ce qu'on va espérer plutôt qu'il s'en aille, ou est-ce que, voilà, on va voir un petit peu tous ces questions-là de gestion qui nous taraudent l'esprit à nous supporters. Et voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut vraiment en attendre en étant honnête, où est-ce qu'on les voit terminer la saison. Qu'est-ce qu'on estime arriver pour cette saison. Bon, bah sans plus tarder, on peut commencer. Voilà, asseyez-vous, on va parler quoi, une petite vingtaine de minutes, une petite demi-heure de tout ça. Et on commence avec la première chose ultra importante, c'est que c'est une saison historique pour le club. C'est les 50 ans du club. Vous le voyez, ce maillot extérieur, il est magnifique. Il y a le petit sigle 50 ici sur le logo. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, c'est le demi-siècle du club. Et le 50 dans le logo, c'est quelque chose qui avait déjà été fait auparavant pour les 40 ans du club. Vous le voyez ici, j'ai ce maillot-là. Bon, taille enfant évidemment, hein, pour les 40 ans du club. Donc, bah, c'était il y a 10 ans, j'avais 7 ans. Donc, vous voyez que j'ai un peu grandi entre temps. Et voilà, il y avait déjà ce 40 dans le maillot extérieur. Là, c'est encore une fois un maillot extérieur. Et sur ce maillot extérieur, ce qui est beau, c'est que il y a les noms qui ont fait l'histoire du club. Hein, Michel Mézy, Louis Nicolin, Laurent Nicolin. Et puis après, quelques autres noms comme César Julio pour les plus anciens. Laurent Blanc, évidemment, le meilleur buteur. On n'oublie pas Benjamin Stambouli, Younes Belanda, Jonathan Ligali, on l'oublie peut-être un peu moins, même s'il a été importante dans un certain moment, voilà. En plus, son frère jouait pas trop loin. Le frère de Jonathan Ligali jouait vraiment à Castelnau et jouait pas très loin de là où j'habite. Bon, bref, ça c'est encore autre chose, c'est une autre histoire. Younes Belanda, on n'oubliera pas sa magnifique saison 2012, cheveux piqués au gel, F50 au pied, un toucher de balle soyeux comme on en fait rarement. Bon, tout ça c'est des super souvenirs, et on espère que ce maillot-là va créer de super souvenirs. Il y a 5 mois, on s'était retrouvé pour un souvenir qui est peut-être un peu moins bon que tous les noms qu'on vient de citer, pour se poser une question: Montpellier peut-il se sauver? Bon, à cette époque-là, Montpellier était classé 16e après 24 journées, après le match contre Strasbourg, qui avait fait donc match nul 2-2. Et dans cette saison-là, on avait vu qu'il y avait quand même des hauts, des bas, beaucoup plus de bas que de hauts. Évidemment, on s'est fait peur. Voilà, cette quatrième journée, on était classé 16e, donc barragiste. Au final, l'éternel ventre mou a se terminé dans le ventre mou. Voilà, Montpellier a terminé 12e. Ça fait une dizaine d'années qu'ils finissent à peu près dans le top 10. Voilà, donc les gars ne vibrent jamais, presque, j'ai l'impression. Bon, cette saison-ci, on a quand même vibré, hein, puisque 16e, à un moment donné, 24e journée, on n'était pas trop serein. Je me rappelle, après le match contre Lyon, on avait quand même un petit peu peur parce qu'on n'avait jamais été aussi bas dans la saison. Enfin, si, on avait été dans la 4e ou la 5e journée, mais bon, ça veut jamais trop rien dire quand t'es aussi bas ou aussi haut dans le classement au bout de quelques journées. Là, après 24 journées, j'avoue qu'on commençait déjà à avoir un peu peur. Et tout ça, ça a amené des signaux assez alarmants pardon, pour le futur. Et évidemment, ces signaux-là, ils sont en train un peu de nous exploser à la tronche aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette saison-là, elle démarre assez mal. La pré-saison est ratée, on va se le dire honnêtement. Il y a eu un match nul contre Girone où on s'est dit, voilà, c'est de bon augure, 3-3 contre le Girone de Michel qui a fait trembler le Barça, le Real, l'Atlético la saison passée, qui va jouer la Ligue des Champions, mais on s'est tout de suite calmé parce que 3-1 défaite contre Southampton, 2-1 défaite contre Saint-Etienne à Lunel, encore une fois à côté de chez moi, contre un concurrent direct de Ligue 1 qui risque évidemment de nous poser de gros problèmes. Et puis voilà, il y a eu la défaite contre Fiorentina, et ce qui fait qu'à l'heure où je m'enregistre, il reste 2 matchs pour la pré-saison. Il reste le match contre la Escan. Bon, là, c'est un match où victoire oblige, il faut faire le plein de confiance. Et puis il restera le match contre Mayence. Pareil, peut-être pas une victoire, mais il faudra au moins faire le plein de confiance, parce que la pré-saison, ça constitue le socle, la base de travail dont va bénéficier Michel Larzakarian pour la suite de la saison. Et évidemment, c'est un des moments où il faut déjà se mettre en confiance, être bien prêt athlétiquement, être bien prêt sur son football même, c'est-à-dire savoir bien jouer au football. Bon, là, la chance qu'on a, c'est que Michel Larzakarian est déjà là depuis l'année dernière, donc voilà, il est OK avec tout ça, il connaît son équipe, il connaît son effectif, et il le connaît d'autant plus que cette saison, pour l'instant, il y a 0 recrue.
Voilà, le MHSC est le dernier club de Ligue 1 sans la moindre recrue. C'est assez fou. Alors voilà, on est au moment où je m'enregistre début août, on est quoi, le 2 ou le 3 août. Montpellier n'a toujours pas recruté. Et il n'y a même pas une rumeur ou une fuite de transfert ici et là. On n'a même pas 2-3 noms en tête. Zéro rumeur, zéro bruit sur le marché des transferts. Et en fait, le point fort que tu as, c'est que tu es stable. Ton effectif, comme j'ai dit, tu le connais mieux que personne. C'est le même avec un an de plus. Mais bon, le point faible, c'est que Montpellier, c'est un club qui a, enfin, du moins, c'est une équipe qui a un cruel besoin de renfort. Et on va commencer par le secteur offensif. Michel Larzakarian, ça va faire quoi, 2 ans qu'il est revenu au club. Il avait fait ce premier passage avec tous les bons souvenirs qu'on en a de lui, notamment de son secteur défensif qui performait super bien. Moi, je me rappelle d'une défense à 5 avec Jérôme Roussillon, Ruben Aguiar, pour ne citer que eux, des noms qui aujourd'hui sont performants un peu partout en Europe, parce qu'il y a aussi Nordi Mukele qui était dans cette défense à 5, il y avait Vittorio Nolton, bref, on va s'arrêter là. Et depuis qu'il est revenu, Michel Larzakarian, il joue avec un style de jeu assez particulier. Effectivement, il n'a pas un effectif digne d'une... comment dire, il n'a pas un effectif doté d'une qualité technique assez exceptionnelle pour ressortir des ballons courts et proposer un jeu qui, à nous les supporters, nous ferait lever de nos sièges. Il ne sort pas les ballons courts, en fait il n'a pas envie de s'embêter, et il préfère... En tout cas, c'est le cheminement de pensée que j'imagine de Michel Larzakarian, c'est je préfère que mes gars, ils aient moins le ballon possible, comme ça, on sait qu'on sait défendre, par contre, avec le ballon, on sait qu'on est un peu plus en difficulté, donc si on a moins le ballon, on limite notre potentielle marge d'erreur, ce qui veut dire que les erreurs individuelles, type un défenseur qui fait une percée qui en fait dribble 3-4 joueurs et en fait se rate et derrière t'es en porte-à-faux parce que t'as une contre-attaque à gérer. Ce genre d'erreur-là, Michel Larzakarian, j'ai l'impression qu'il veut absolument les éviter parce que j'ai l'impression que, c'est pas une impression, c'est réel, son effectif n'a pas une qualité technique assez exceptionnelle, et même si on a vu des petits clubs ressortir ultra bien les ballons face à une grosse adversité, je pense à Brighton, tout ça, mais tout le monde n'est pas Brighton, tout le monde n'a pas des 6 et des 8 ultra forts, tout le monde n'a pas la capacité de travailler des circuits de sortie de balle préférentiels qui mettent en total porte-à-faux son adversaire, et donc ce qui fait que Michel Larzakarian, il joue avec un style de jeu très direct. Il fait ça aussi parce qu'il a des joueurs qui en ont la capacité et qui ont la capacité de bien exécuter ce style de jeu-là. Je pense à Teji Savanier, qui est un super jeu long. Sylvain Ripoll, aux Jeux Olympiques, quand il était là-bas, il était absolument outré par la capacité de jeu long. Moi, je me rappelle le commentateur des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ou 2021, je sais plus, qui était outré par la qualité de passe de Teji Savanier. Mais bon, c'est quelque chose qu'il a toujours eu depuis qu'il était à Ravignon, Nîmes et puis après à Montpellier. Et effectivement, en équipe olympique, il a su démontrer ça. On a donc un TJ Savanier qui est capable de jouer long, on a un Joris Chotard qui a une super vision du jeu, en tout cas il a besoin d'avoir le jeu face à lui, mais il a une super vision du jeu, et un superbe jeu long, et je vais vous le montrer sur 2 séquences très simples, je termine avant de vous montrer les 2 séquences, on a 2 gars qui ont un super jeu long, mais on a un 3e gars qui est devant, qui est capable de réceptionner ces jeux longs, c'est Akor Adams. Pourquoi ? Parce qu'il a un potentiel physique qui est assez bien exploité, j'ai l'impression, par ce schéma de passe, de jeu direct, qui peut parfois, c'est vrai, manquer de variété. On peut avoir cette impression-là que c'est que des longs ballons, de kick and rush à l'ancienne, alors qu'en vrai, c'est pas que ça. Les matchs de Montpellier, il faut les regarder. Mais c'est vrai que c'est le circuit de jeu préférentiel de Michel Larzakarian, parce que c'est vrai qu'il y a certaines sorties de balles où Montpellier joue court, il faut pas l'omettre, il faut pas totalement l'occulter. Mais voilà, la majorité des occasions dangereuses viennent de jeux longs, comme cette séquence, qui est face à Toulouse. Il est même pas plus que ça embêté par les défenseurs, et c'est une action qui se répète dans le même match, sur la seconde mi-temps, comme je parlais du Joris Chotard, par Akor Adams, qui derrière arrive à tuer Guillaume Rest, avec une finition digne d'un superbe attaquant, digne du superbe attaquant qu'il est, et pourtant, superbe attaquant pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que Akor Adams, il fait débat. Akor Adams, c'est un gars qui a pas vraiment donné satisfaction et qui a déjà su s'attirer l'œil, qui a déjà attiré l'œil de plusieurs clubs. On parle ici de Beşiktaş. Beşiktaş serait déjà renseigné sur le profil d'Akor Adams, eux qui sortent d'une saison absolument démentielle. Voilà, ils estiment qu'Akor Adams, ça pourrait être un bon profil pour leur effectif. Et les mots sont assez durs. Du côté montpelliérain, on estime que Akor Adams n'a pas vraiment réussi sa saison. Là, on est sur le site de alepayad.com. C'est une capture d'écran de alepayad.com, donc c'est le site des ultras, entre guillemets. C'est un peu un site fan qui relaie toute l'actu du club. Un très bon site que je vous invite à aller visiter si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui se passe à Montpellier. Et en fait, les mots, ils sont quand même un peu durs, je trouve, vraiment. On parle donc un attaquant titulaire vers un grand club européen après une saison non aboutie.
Bon, une saison non aboutie, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle est pas aboutie, parce que Accor Adams, c'est quand même un mec qui arrive de Lillestrøm, en Norvège, un club qui a pas l'habitude de faire face à de grandes adversités. Il arrive en Ligue 1, un championnat qui est difficile, bien plus que ce qu'on pourrait le penser. C'est vrai qu'en France, on a tendance à sous-estimer notre Ligue 1, à sous-estimer l'adversité auquel tu dois faire face quand tu es entraîneur en Ligue 1. C'est Will Steele qui disait ça d'ailleurs. Il arrive à Montpellier pour 4 500 000. Et bon, sur les 2283 minutes qu'il a eu à jouer, il a quand même réussi à mettre 10 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues, dont 8 en Ligue 1 et donc 2 en Coupe de France. Alors, ok, c'est pas un bilan statistique à me faire péter le crâne, si je peux dire ça comme ça, c'est pas vraiment la meilleure expression, mais si je peux dire ça comme ça, c'est pas vraiment le meilleur des bilans statistiques, il est pas exceptionnel, il est pas tombé par terre, mais pour un gars qui arrive dans une première saison en Europe, enfin dans un championnat du top 5 européen avec une sacrée adversité à laquelle il doit faire face, il doit s'adapter effectivement à son équipe, au championnat, à la langue française, à la vie en France. Bon, Montpellier, c'est pas la ville la plus compliquée à laquelle tu peux t'adapter. Voilà, il y a la plage pas trop loin, une petite demi-heure, on va dire, allez, un quart d'heure, une demi-heure, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas l'endroit où c'est le plus difficile de s'adapter à la vie, mais le football n'est pas non plus très simple. Et au final, voilà, c'est vrai que son bilan statistique, il est pas si terrible. Pourtant, si on pousse un peu loin, et c'est là tout le piège des statistiques, c'est qu'on peut dire en vrai un peu tout et n'importe quoi. Si on voit le verre à moitié plein, on dit waouh, Accor Adams, sur ce schéma-là, je sais pas si vous le voyez parce qu'il y a la webcam ici, on peut dire waouh, Accor Adams, c'est le deuxième joueur le plus. Efficace de l'effectif. Pourquoi ? Parce que si on combine but et passes décisives, il est à 9 buts et 9 passes décisives en Ligue 1. Et devant lui, il n'y a que Teji Savanier qui fait 15 buts plus passes décisives. On se dit, waouh, Accor Adams, deuxième joueur le plus décisif de son équipe, c'est pas mal. Mais en vrai, si on est honnête, le troisième joueur le plus décisif de l'effectif, eh ben, c'est Arnaud Nordin, et il est à 8 en termes d'unité. Donc, c'est pas vraiment assez exceptionnel. Et si on va le verre à moitié vide, on peut également prendre la statistique des expected goals. Et là, c'est encore plus dans ce schéma-là de verre moitié plein, moitié vide, pardon. En gros, je l'explique, Accor Adams, il a 12 expected goals. Ce qui veut dire qu'en gros, il aurait dû marquer 12 buts cette saison. Sauf qu'il en a marqué 8. Donc soit tu te dis, il sous-performe ses expected goals, c'est mal, c'est mauvais, il n'est pas assez tueur, il n'est pas assez finisseur, il doit s'améliorer devant le but. Soit tu te dis, ouais, mais 12 expected goals, ça veut dire qu'il y a une marge de progression. Ok, il n'est pas encore assez tueur, mais bon, c'est sa première saison, tu lui laisses le temps. La saison prochaine, peut-être qu'il va encore augmenter son rendement. Voilà, c'est toute cette question-là de est-ce que tu vois le verre à moitié plein, est-ce que tu le vois à moitié vide. Quoi qu'il en soit, la vérité c'est qu'il n'a pas vraiment convaincu, parce que en vrai, même s'il y a un potentiel athlétique, comme on l'a dit, de puissance, de rapidité, d'explosivité assez important qui est ultra essentiel dans le schéma de jeu de Michel Zakarian, ben, techniquement parlant, il a une palette assez limitée. Il y a eu des gros ratés, je pense au match contre Lyon que j'étais allé voir, où voilà, il rate 3-4 occasions, alors que le but, il a plus qu'à pousser le ballon, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, il a ce besoin-là d'être aussi en confiance. J'ai l'impression qu'Accor Adams, c'est quelqu'un qui marche avec la confiance. Et on sait que ça peut être dur d'avoir de la confiance quand tu fais partie d'un club qui est situé au classement dans les bas-fonds, quand tu marques pas beaucoup, alors que tu joues beaucoup. Voilà, je vous ai mis son rapport de scouting total de FBRF juste ici. Voilà, c'est pas non plus très glorieux, il n'y a pas beaucoup de verts pour être honnête. Ça veut dire qu'en gros, on va prendre 2-3 stats. En total de tirs, il est 81 centile, ça veut dire qu'il fait mieux que 81% des attaquants de Ligue 1. En total, ça veut pas dire qu'il est converti tous. C'est toujours cette histoire-là de verre à moitié plein, verre à moitié vide. Bon, après tout, ça reste quand même un gars de 23 ans. Moi, je dis, laissons-lui le temps. Après, ça dépend, parce que la situation financière de Montpellier, en vrai, elle est compliquée. Et ça pourrait être une belle affaire quand même si tu le revends autour des 10 millions. Pour Beşiktaş, on parle de quoi Ouais, le gars est évalué à 12 millions, mais on parle d'une somme autour des 10 millions pour Beşiktaş. Je sais qu'il y avait aussi Milan qui était venu quand il avait fait son début de saison, parce que c'est vrai, Accor Adams, sa saison-là, elle est un peu à deux vitesses. Il a une première partie de saison où, sur le match de Toulouse, il est déjà à 6 buts, je crois. Ce qui voulait dire, si on revient un peu par là, sur le match de Toulouse, on était à quoi C'était à l'aller, donc ok, 6 buts après 10 journées, c'était pas mal. Donc c'était une première partie de saison plutôt réussie. Après, ça s'est largement essoufflé, parce que ça veut dire qu'il a mis que 2 buts, en fait. Non, oui, si, il a mis que 2 buts sur le reste de la saison. Donc après la J10, il a plus que mis 10 buts. Donc une saison à deux vitesses pour Accor Adams. Est-ce qu'on lui laisse le temps ? Est-ce qu'on lui laisse pas le temps ? À nous aux supporters de voir ce qu'ils ont envie d'en penser. En tout cas, les faits, ils sont là. Une saison à deux vitesses.
une saison où il sous-performe, il peut faire plus, en tout cas il en a les capacités, mais c'est un gars qui marche avec la confiance, donc il faut le mettre dans le bon environnement, j'ai envie de dire. Mais Montpellier pourrait déjà le vendre, alors on pense pas un seul moment qu'ils vont le vendre, parce que pour des questions de stabilité sportive, ça ferait aucun sens de vendre ton buteur en chef alors qu'il vient d'arriver. Bon, t'as tout un projet de jeu à construire autour de lui, ça ferait aucun sens, mais on sait jamais, Montpellier a besoin d'argent. Montpellier a besoin d'argent, et c'est ce que Laurent Nicolin dit, hein. Il manque 20 millions dans les caisses, les mecs. 20 millions. Entre 18 et 25 millions d'euros, en fait. Donc ouais, c'est une situation qui est économiquement assez compliquée, et on passe un peu sur la deuxième partie de notre vidéo. En fait, voilà, tout est régi par le manque d'argent. La situation du club est régie par le manque d'argent. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En gros, le mécanisme, il est simple à comprendre, il n'y a pas besoin d'être expert comptable. En gros, Montpellier, alors ça c'est le rapport de la DNCG 2022-2023, parce que sur la saison qui vient de s'écouler, on n'a pas encore les rapports de la DNCG, ils n'ont pas encore été publiés. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple à comprendre. Montpellier, sur la saison donc 2022-2023, a réussi à générer 52 millions d'euros, en gros, de chiffre d'affaires. Sauf que, pour faire fonctionner le club, Montpellier en a dépensé 77. Donc à partir de là, vous faites un calcul simple, Montpellier, pour vivre, perd 25 millions d'euros. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des comptes. Sur les 52 millions qu'on génère, 35 proviennent des droits TV. Ça veut dire que sur les 52 millions, tu as plus de la moitié de l'argent que tu génères qui vient des droits TV. En gros, la moitié de tes revenus viennent des droits TV. On y reviendra un petit peu plus tard. Sur la totalité de l'argent que tu génères, 52 millions, t'en dépenses 51 dans ta masse salariale. Et là, tu te poses une question, tu dis quoi ? Mon club, il génère 52 millions d'euros, mais il en dépense 51 dans sa masse, rien que dans sa masse salariale. Attention, on ne parle pas d'honoraires d'agents, intermédiaires, d'amortissement, d'indemnités de mutation, donc c'est-à-dire les indemnités de transfert qui sont étalonnées sur plusieurs années. Non. Là, on parle juste j'arrive à générer avec tous les entrées d'argent qui sont faites, en fait, elles servent à payer les salaires. Elles servent à payer les salaires des mecs qui jouent. Et en fait, tout ça, c'est un modèle économique qui est, quoi qu'il arrive, c'est un modèle économique qui, quoi qu'il arrive, t'oblige à vendre. Pour l'instant, il est viable, ce modèle économique, mais jusqu'à quand est-ce qu'il va être viable ? Si on prend l'exemple de la fin de cet exercice comptable-là, 2022-2023, il se solde avec un résultat négatif de moins 25, mais à la fin, tu vends Eli Wahi à 30. Donc au final, tu mets ta balance, entre guillemets, dans le vert, et la DNCG te laisse tranquille. Mais sauf que sur la saison qui vient de s'écouler, là, on avait dit, ok, sur la saison 2022-2023, on a perçu 35 millions de droits TV. Sur la saison qui vient de s'écouler, on en a perçu 19 millions. Donc déjà, tu perds 10 millions de droits TV sur la saison qui vient de s'écouler. Donc il va falloir que tu boucles cet exercice-là avec 10 millions en moins, plus les 10 millions que tu perds quoi qu'il arrive, parce que dans autre charge, tu gères mal ton club, parce que dans autre charge, il y a 16 millions, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, autre charge. Donc tu génères moins d'argent, mais tu dois quand même faire vivre ton club. Les dépenses, elles sont là. Les dépenses, quoi qu'il arrive, elles sont là. L'argent, c'est plus facile, quand c'est une rentrée d'argent, c'est plus facile que l'argent diminue, que de diminuer tes dépenses. Ça, on le sait, il n'y a pas besoin d'être économiste pour le comprendre. Et donc, au final, voilà, tu te retrouves avec moins d'argent de droits TV, sachant que c'est ta principale source de revenus. Sur une première saison, 19 millions, c'est une pilule qui est dure à avaler, et la saison de juste après, tu te retrouves avec 6 millions de droits TV. Même si, on le dit ici, c'est un article de la Gazette qui dit ça, Laurent Nicolin espère en toucher entre 9 et 10 millions. Donc voilà, c'est pas que de la faute de Laurent Nicolin. En gros, si l'argent des droits TV n'est plus là, c'est pas que de sa faute, c'est plutôt la faute de Vincent Labrune, qui, entre guillemets, a un petit peu bien arnaqué les clubs de Ligue 1, même si, parce que voilà, en gros, on avait valorisé la Ligue 1. En fait, je vous explique, pour faire très simple, pourquoi Montpellier n'a plus d'argent des droits TV. La Ligue 1 était valorisée à 500 millions d'euros. Sauf que, évidemment, la Ligue 1 ne vaut pas 500 millions d'euros. Le patron de la DNCG s'est leurré, Vincent Labrune s'est leurré, on avait cet objectif milliard là, mais c'était trop drôle, les gens se moquaient de la Ligue 1, de l'objectif milliard, jamais de la vie, un diffuseur allait mettre 1 milliard d'euros pour la Ligue 1, à part Mediapro. Mais on a bien vu comment ça s'est passé Mediapro, parce tout le monde savait très bien dans le milieu des droits TV, il y a même un livre qui l'explique, je ne l'ai pas là, il est à Paris ce livre, il y a même un livre qui l'explique, que voilà, Montpellier allait forcément perdre, que Mediapro ne paierait jamais les droits TV. Bref, je me perds dans mes explications. En gros, on avait 500 millions d'euros, le contrat s'est terminé, il fallait trouver un nouveau diffuseur,
mais personne allait remettre 500 millions d'euros, d'autant plus que la Ligue était en position de faiblesse, parce qu'on on en demandait 500 millions d'euros, mais comme personne ne voulait les mettre, et ben c'était un peu ceux qui devaient acheter qui proposaient leur prix, et la Ligue prenait ou ne prenait pas, mais si la Ligue arrivait au bout d'un moment à 2 mois de la Ligue, à 2 mois du commencement du championnat et n'avait pas de diffuseur, forcément ils allaient être obligés de brader, et au final on se retrouve avec quelque chose aux alentours des 300 millions d'euros je crois, 300 millions d'euros à se répartir à 18, alors qu'on avait avant aux alentours de 500 millions d'euros. Bon bah voilà, ça fait que tu perds de l'argent, et Montpellier aujourd'hui bah, il perd de l'argent. Donc là où avant tu avais 35 millions d'euros de droits TV, t'en as plus que 19, et puis maintenant là où t'en avais plus que 19, t'en as plus que 6. Donc voilà, c'est pour ça que Laurent Nicolin fait la tête des mauvais jours, parce qu'il y a un trou entre 18 à 25 millions d'euros, parce que tu n'as pas eu le temps d'amortir cette chute brutale des droits TV, qui est ta principale source de revenus. Et voilà, c'est comme il le dit, quand il y a une incidence sur la vie du club, c'est une incidence sur le sportif. Et effectivement, bah, le club en vrai il est en péril. Sportivement parlant, le club est en péril parce que ça l'oblige à vendre ses plus grosses valeurs marchandes. Joris Chotard, c'est un gars de 21 ans. C'est un gars qui a 162 matchs de Ligue 1 dans les jambes, à seulement 21 ans, donc il a de l'expérience. C'est un gars qui devrait partir pour seulement 10 millions d'euros. Et là c'est un peu mon côté clubiste qui parle. J'ai envie de dire, comment ça, 10 millions d'euros pour Joris Chotard le mec, je sais pas exactement à combien est-ce qu'il est valorisé, on peut toujours regarder, mais je sais pas combien exactement est-ce qu'il est valorisé, Joris Chotard, sur Transfermarkt, mais 10 millions d'euros pour un mec qui a seulement 21 ans, qui sort de, allez quoi, 4 saisons pleines dans les jambes de Ligue 1, quand même, et qui, sur les 4 saisons, ressort au plus haut dans chacun des indicateurs statistiques de sa zone de préférence, sur son poste, en gros, tu le vends que 10 millions. Bon, moi je me dis que si tu le vends lui que 10 millions et que tu as un trou de 18 à 25, ben les calculs sont pas bons, quoi. Il te manque encore 15 millions de ventes au moins, minimum. Et Joris Chotard, le vendre 10 millions, non seulement c'est une perte sportive, mais c'est une perte d'argent. Perte sportive parce que voilà, sur les indicateurs, ça reste le troisième plus gros volume en termes de temps de jeu, de minutes jouées. Joris Chotard, c'est le troisième joueur le plus utilisé par Michel Herzakarian sur la saison qui vient de s'écouler. Il est à peu près à plus de 2500 minutes. Les seuls, qui ont le plus joué que Joris Chotard cette saison, c'était Benjamin Lecomte et TJ Savanier. L'indéboulonnable capitaine TJ Savanier et l'indéboulonnable gardien titulaire Benjamin Lecomte. Joris Chotard arrive juste derrière. Derrière, si on regarde son rapport statistique, sur le nombre de dribbleurs taclés cette saison, il fait à peu près pareil que Léo Balerdi, que Pierre Lesmelou. Léo Balerdi qui a fait une saison tellement exceptionnelle qu'il a été relié à l'Atlético Madrid. On s'est posé la question de son départ de Marseille. Pierre Lesmelou, saison tellement exceptionnelle que Brest est qualifié en Ligue des Champions. Et puis Frédéric Guilbert, grosse saison pour lui, mais c'est un latéral, donc j'ai envie de dire que c'est un peu plus normal s'il est confronté à des dribbleurs, à des profils d'ailiers qui viennent percuter en face de lui. Et derrière, si on regarde encore un autre rapport statistique, voilà, il est top 95%. En gros, il y a 95% des mecs qui font... Il fait mieux que 95% des mecs en termes de tacle dans la zone défensive. Bon, là, vous le voyez pas, c'est des stats que vous voyez pas parce qu'il y a ma webcam. Mais si on regarde un petit peu en bas, tacle plus interception, il fait mieux que 91% des milieux de terrain de Ligue 1. Donc Joris Chotard, tu le perds. Ok, c'est cool, tu fais une belle bascule financière parce qu'il est formé au club, donc tu récupères 100% des bénéfices, mais sportivement, t'as pas vraiment de remplaçant. On parle ici et là de Gabriel Barès qui revient de près de Concarneau, mais il a pas non seulement convaincu à Concarneau, mais encore plus à Lausanne Sport. Lausanne qui est un club qui, en Suisse, la Suisse c'est un championnat moins huppé que la Ligue 1. 2, Lausanne, c'est pas un des clubs les plus huppés de la Ligue 1. 3, le mec arrive à Montpellier, il est prêté à Concarneau, il crève pas l'écran Concarneau en Ligue 2, et il revient et on nous annonce que c'est lui le remplaçant numérique de Joris Chotard. Bon, tu perds un élément clé sportivement, ça fait peur, parce que t'en as pas beaucoup des joueurs qui sont aussi importants que lui dans ton effectif, en tout cas des joueurs dont tu ne peux pas te passer. Et derrière, tu te retrouves quand même avec du bois mort sur les pattes, si je peux dire. T'as encore Wabi Kazri, à qui il reste 1 an de contrat et qui touche à peu près 3 millions d'euros par an, un salaire délirant. T'as encore Jordan Ferry, qui touche 1 440 000 euros par an, qui a à peu près 32 ans maintenant, à qui il reste 2 ans de contrat. Donc personne va l'acheter, tout comme Wabi Kazri. Personne ne va aller dépenser une indemnité de transfert pour un gars à qui il reste 1 an de contrat, qui a un salaire démentiel, qui en plus de ça se fait vieillissant, à part potentiellement l'Arabie Saoudite, mais ça c'est encore une fois la grande lubie des dirigeants. On dit, on a un joueur vieillissant qui coûte beaucoup trop cher, il lui reste 1 an de contrat.
bon, on va essayer de le vendre en Arabie Saoudite. Après tout, eux, ils achètent tout le monde en Europe, pourquoi nous, on pourrait pas? Mais ça, c'est ce qu'on veut bien faire croire aux supporters quand la situation économique du club est mauvaise, quand à la DNCG, on me demande des comptes. Mais en vrai, on sait très bien que Wabi Kazri, il va rester à Montpellier, parce que lui, il veut rester. À partir de là, Montpellier ne prendra pas le risque et ne va pas perdre de l'argent pour rompre son contrat. Donc Wabi Kazri va rester. Jordan Ferry, bien que le club veuille le faire partir, il va rester. Et j'ai envie de dire pour Jordan Ferry, c'est tant mieux, parce que lui en main, à la différence de Wabi Kazri, il a un rendement sportif à peu près équivalent à son salaire, même si son salaire est démentiel. Et voilà, au final, tu te retrouves avec un club qui est en péril à court terme, parce que tu te sépares de tes meilleurs éléments, comme on l'a dit, Joris Chotard, potentiellement Jordan Ferry, mais on parle aussi ici et là, pardon, d'un départ, pourquoi pas, de Tamari, de Arnaud Nordin, qui eux aussi ont des valeurs marchandes assez importantes. Tamari, super belle surprise, qui arrive de je sais plus trop où, un Jordanien, un mec que personne connaît, un super bon profil bien scouté par Bruno Carotti, et au final on parle d'un départ parce que le mec parce que le club n'a plus d'argent tout simplement, alors qu'il fait une superbe saison. Il va en finale du championnat asiatique, de la coupe de confédération asiatique, je crois que ça s'appelle comme ça, en étant un élément ultra important de son équipe. Il est un des éléments ultra importants, super percuteur à Montpellier. Il fait une très belle première saison. Et voilà, au final, tu te retrouves avec un club en péril à court terme, parce que tu vends tes meilleurs éléments, qui sont tes plus grandes valeurs marchandes, mais aussi à long terme. Et oui, les amis, cette image-là, c'est la moisson. Et là, quand on parle du long terme, on a plusieurs questions qui nous viennent à l'esprit. Déjà, comment faire pour retrouver des finances saines, alors que depuis une dizaine d'années, elles ne le sont pas? Ça fait à peu près 10 ans qu'on parle du projet du nouveau stade, que Montpellier a envie de construire un nouveau stade, pour la simple et bonne raison que le stade n'attire plus, il est beaucoup trop loin, il est à l'autre bout de la ville de Montpellier, pour ceux qui ne le savent pas. Il est dans un quartier qui donne pas vraiment envie aux gens de venir. C'est comme ça, c'est un quartier où il y a beaucoup d'HLM, vous le voyez sur l'image, hein, c'est un quartier où il y a beaucoup d'HLM, de bâtiments de logements sociaux. C'est un quartier dans lequel il y a beaucoup de criminalité, la paillade, et c'est un quartier qui globalement fait pas envie. Donc tu remplis pas ton stade pour toutes ces raisons-là, sauf que comme tu génères pas d'autres argent, comme tu génères pas beaucoup d'autres argent dans d'autres sources de revenus, bah tu sais que tu as absolument besoin de remplir ton stade, sauf que tu le remplis pas pour les raisons qu'on vient d'énumérer. Donc tu te dis, on va le reconstruire, autre part, sauf que comme t'as pas d'argent, comment tu fais pour construire un stade? Et ouais, ça s'enlise. Le nouveau stade à Montpellier face à l'enlisement des projets, parce que tu commences à faire un projet, et ce nouveau stade, on en parle depuis 2012, hein. Attention, hein. Le nouveau stade, on en parle depuis 2012, hein. Depuis le titre de champion, l'épiphénomène, le titre de champion, on parle de ce nouveau stade. Ça va faire 12 ans qu'on parle de construire un nouveau stade à Montpellier, et puis au final, on le délocalise une première fois, on le relocalise une autre fois, on change encore une nouvelle fois d'emplacement parce qu'on n'a pas d'argent, on arrive à trouver un emplacement à Pérol, sur la maquette que vous voyez à gauche, sauf qu'on n'a pas assez d'argent, donc on n'a pas assez d'investisseurs, on trouve un investisseur, mais il se retire. Ça fait 12 ans, les mecs. 12 ans que Montpellier essaie de construire un nouveau stade. Donc au final, comme on n'a pas d'investisseurs, quand on n'a pas d'investisseurs, c'est dur à dire, hein, je parle depuis pas mal de temps maintenant, j'ai plus trop de salive. Comme il n'y a pas d'investisseurs, bah, tu te retrouves à penser que finalement, remoderniser ton stade, c'est peut-être une bonne idée, ou du moins une idée à considérer. Sauf que c'est déjà quelque chose qui avait été fait en 98 pour la Coupe du Monde, je ne sais pas si vous vous rappelez. La grande tribune là, que vous voyez à droite, sur l'image de droite, c'est une tribune qui a été construite pour le Mondial 98, pour agrandir la capacité du stade, pour qu'il puisse accueillir des matchs de la Coupe du Monde. Sauf que comme, bah, évidemment, tu n'as pas d'argent, bah, tu te dis, au lieu de construire un nouveau stade, bah, finalement, on va peut-être essayer de moderniser celui qu'on a déjà, au moins tant qu'on ait de l'argent. Et en fait, tu t'enlises et tu te dis, mais on va construire, tu vois, c'est pas moderniser le stade qu'on a déjà qui va faire venir forcément plus de gars au stade. Le stade est loin, dans un quartier mal fréquenté, avec des HLM, des logements sociaux, un taux de criminalité ultra élevé, un quartier qui est chaud, des ultras qui sont chauds, un endroit où les familles ne se sentent pas forcément toutes en sécurité quand elles y vont, et c'est honnête, voilà, il faut le dire. En fait, tu te dis, pendant combien de temps ce modèle économique-là, il est viable? Pendant combien de temps encore est-ce que Montpellier va pouvoir survivre? Je suis pas là à être trop pessimiste ou à vouloir enfoncer la tête sous l'eau du club, parce que c'est un club que j'aime profondément, j'en suis le plus fidèle supporter depuis que je regarde le foot, mais à un moment donné, il faut regarder les choses en face, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. On n'a pas d'argent, on a du mal à en générer, donc on en perd,
on a du mal à trouver les ressorts pour générer l'argent qu'on perd. Sportivement, on n'est pas si mauvais que ça, mais les autres font mieux. Et en fait, tu te dis là, pendant combien de temps encore? Pendant combien de temps encore est-ce que ça va durer? Pendant combien de temps encore est-ce que tout ça est viable? Bon, maintenant, voilà, je sais que je suis pessimiste, mais on va dire dans la tempête, je vois quand même quelques éclaircies, ici et là. Sportivement, après avoir dit tout ça, en vrai, si on est honnête, après avoir dit tout ça, après avoir dit la situation financière du club va mal, on n'a pas recruté, on a un style de jeu qui n'est pas flamboyant, mais qui marche, on a fini 12e. Qu'est-ce qu'on peut honnêtement espérer pour la suite? Est-ce qu'on a encore des jeunes pousses? Est-ce qu'on a encore des trucs? Oui, on a de l'espoir, mes amis. Hotman Mama. Alors, je vais chercher la batterie. J'arrive 30 secondes. Est-ce que je peux mettre sur pause l'enregistrement? Je peux pas. Bon, j'arrive 30 secondes, les amis. Je vais chercher la batterie. Parce que le message batterie ici est inquiétant et j'ai pas envie de perdre 30 minutes d'enregistrement. Je vais juste le brancher, l'ordi. Ouais, 30 minutes d'enregistrement. J'ai déjà perdu pas mal de temps sur cette vidéo. J'ai déjà perdu un enregistrement. Donc, si je pouvais m'éviter de perdre encore des enregistrements. Et c'est cool, ça fait une belle transition vers le côté positif de cette vidéo, vers le moment où on peut enfin respirer. On va parler justement d'Otman Mahama. Otman Mahama, donc c'est un jeune pouce, un gars qui a éclos cette saison sur la fin. Il a fait 2-3 bancs ici et là pendant la saison. Il a été sacrément bon en 19 national, il a vraiment crevé l'écran. Et il a fait cette petite demi-heure là face à Monaco où il a vraiment explosé. Il a tout cassé, super performant, qualité de percussion géniale, belle vision du jeu. C'est un milieu offensif, Otman Mahama. Et c'est un gars qui a vraiment bien performé, à tel point en 19 national, à tel point qu'il a signé son contrat pro à la fin de la saison. Donc il va être professionnel, il va compter parmi l'effectif de Michel Darczakarian. Et on risque de le voir pas mal jouer cette saison, parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de budget pour recruter. Et après, après le match à Monaco, après cette demi-heure à Monaco, sur les 2 derniers matchs de la saison, donc, il y a eu cette demi-heure à Monaco, et puis il a fait 88 minutes après, il a fait 88 minutes contre Lens, parce qu'il crevait l'écran et qu'il est mérité tout simplement. Voilà, Otman Mahama, c'est un gars qui sort quand même d'une sacrée grosse saison sur la saison 2023-2024. Alors il a fait le yo-yo entre guillemets entre le groupe U19 NAS, la réserve qui joue en N3 et puis évidemment la Ligue 1. Bon, il a plus souvent été dans la réserve et dans le groupe 19 NAS. Il a fait 2 bancs, je crois. Et puis cette apparition là justement contre Monaco et contre Lens. Et puis voilà, il sort d'une saison à presque 2000 minutes dans les pattes. Un jeune pouce qui a vraiment crevé l'écran. Qui a déjà une sélection internationale U20, je crois, ou U18 au Maroc, un truc du style. Et qui sort d'une saison plutôt aboutie. Voilà. Un gars à qui, en tout cas, Laurent Nicolin donne les clés pour l'avenir. Il dit voilà, Laurent Nicolin, il faut vendre. Quoi qu'il arrive, on va devoir vendre nos jeunes pousses du centre de formation. Parce qu'on voudra revenir entre guillemets aux bases de ce qui a fait l'essence pendant pas mal d'années de Montpellier, c'est-à-dire la formation. Parce qu'à Montpellier, vous savez bien, on a un club familial, donc nous les jeunes pousses, on les lance, on n'a pas peur de les faire jouer. Et oui, mais ça c'est un discours qu'on entend souvent parler, mais ça c'est aussi quelque chose dont j'ai envie de parler. On entend souvent ces discours-là. Bon, Montpellier, pour le coup, c'est vraiment un club familial. Hein. La famille Nicolin, elle est là depuis pas mal de temps. Mais c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on a oublié de mentionner dans l'aspect économique, parce que si Montpellier va mal, derrière, c'est la société Nicolin qui va mal aussi. Mais bref, on se perd. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la société Nicolin, c'est une société de nettoyage qui existe depuis presque 50, 70 ans. C'est une société qui est évidemment plus vieille que le club, qui appartenait au père de Louis Nicolin. Louis Nicolin a légué cette société à son fils, enfin a légué le premier marché à Montpellier à son fils. Son fils est arrivé à Montpellier, en 74 il achète le club, et depuis vous connaissez l'histoire. Sauf que si du côté financier ça va mal, et si au bout d'un moment Montpellier se trouve vraiment ennuyé par la justice, derrière c'est l'entreprise qu'il faut vendre pour générer les revenus essentiels à la survie du club de Montpellier. Bon, évidemment, ce ne sera pas fait, mais en tout cas, on peut imaginer qu'il y aura une confrontation assez sévère entre Laurent Nicolin et son frère. Et tout ça pour dire que il y a ce discours-là familial à Montpellier, de dire, voilà, on est un club familial, regardez, c'est la filière Nicolin qui a le club depuis sa création. Bon, évidemment, il y a eu des antécédents avant Montpellier, mais c'est la filiale Nicolin qui a le club depuis sa création. Les anciens sont toujours là. Geoffrey Jourdain, il entraîne son fils
on a, je sais pas, Vito Hilton, il est toujours là, il fait toujours des apparitions. Olivier Giroud est toujours là, il fait des apparitions. Rémi Cabella, quand il pouvait plus jouer en Russie parce qu'il y a eu la guerre, il est revenu. On a laissé l'opportunité, parce qu'on est une grande famille, on lui a laissé l'opportunité de se relancer en France. Puis derrière, il a trouvé un plus gros contrat à Lille. Et là, on a ce discours-là avec les jeunes et on dit voilà, nous on n'a pas peur, on veut lancer les jeunes, on donne une opportunité à tout le monde, mais derrière on n'est pas bête. On sait qu'en vrai, Otman Mahama, c'est un international marocain U20 qui a déjà tapé dans l'œil de clubs certainement plus gros que Montpellier. Viens Montpellier, mec, fais tes prestations, et puis voilà, une fois que tu fais tes grosses prestations, que tu as tapé dans l'œil de tout le monde, si c'est comme ça que ça doit se passer, va plus haut. Mais au moins Montpellier aura récupéré 100% des bénéfices sur son transfert. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas été dans un autre club, et c'est le règlement. Et voilà, Montpellier a ce projet-là avec plusieurs autres jeunes joueurs. Tout simplement, Yanis Soufou, pareil, qui a joué quelques minutes à Nantes. Un gars qui a fait la Coupe du Monde U18, je crois, cette année, en plein hiver, perdu contre l'Allemagne, je crois. Un gars qui, voilà, pareil, a passé la majeure partie de la saison avec le groupe de N3. Bon, il est redescendu quelques temps avec les 19 nationaux, et évidemment, alors c'était la Coupe du Monde U17, je me suis marqué, qui a été perdue en finale contre l'Allemagne. Voilà, et c'est ce projet-là que Montpellier veut évidemment, entre guillemets, avancer. Voilà, Laurent Nicolin, il l'a dit, que ça te plaise ou pas, on jouera avec des jeunes de 19-20 ans, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'argent, mais surtout, voilà, comme il a dit, Laurent Nicolin, ça a été notre force à un moment, un peu moins à d'autres, il faut pas l'oublier, parce que ça aussi on en parle, on dit, depuis tout à l'heure je suis en train de vanter les mérites de notre formation, c'est vrai qu'on a eu des super joueurs, Rémi Cabella il est formé chez nous, Olivier Giroud il arrive en post-formation, il est à Tours, mais au global c'est chez les pros, il se révèle à Montpellier. Voilà, c'était notre force à un moment. Younes Belanda, patin le coup fin. Mais il y a aussi un moment où on a essayé de mettre en avant le projet formation avec Romain Pitot, à qui on faisait beaucoup confiance, qui avait la réserve. Romain Pitot, il avait la réserve de Montpellier. Il a fait monter ses jeunes formation. On n'avait pas d'argent, donc on s'est dit, ok, c'est cool, on va pouvoir faire monter pas mal de gars qui vont avoir la première minute en pro, et puis on verra, on fera un écrémage. Sauf qu'au final, bah, je t'ai fait peur. Tu t'es fait vraiment peur au championnat. Et c'est pour ça que Michel Larzakarian est arrivé, pour réarmer entre guillemets ce groupe d'expérience, et en fait tu te retrouves dans cette situation là où tu fais yo-yo, c'est-à-dire tu t'es retrouvé mal sportivement parce que tu as fait confiance aux jeunes, tu t'es retrouvé donc pour te sortir de cette situation tu fais confiance aux vieux, mais les vieux ils sont plus performants au moins autant que ce que tu espérais, donc tu te retrouves à refaire confiance aux jeunes pour te redresser. Voilà, donc Laurent Nicolin, il a dit, de toute façon, on n'a pas d'argent, donc on va faire confiance aux jeunes. Donc c'est le projet qui va être avancé, c'est un projet qui s'impose de force, j'ai envie de dire, mais bon, c'est un projet qui se tient, parce que Gramont a toujours eu, en tout cas Montpellier a toujours eu des jeunes de qualité, et c'est, on va dire, un peu les éclaircies dans la tempête. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, on arrive sur la fin de cette vidéo, ouais, 38 minutes d'enregistrement, ça fait pas mal. J'étais un peu rouillé, ça faisait pas mal de temps qu'on s'était pas revu. Mais ouais, 38 minutes, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant pour parler de Montpellier. Mais j'avais pas mal de choses à dire. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre à part que bah, il va falloir vraiment se renforcer. Les autres clubs, eux, n'ont pas attendu pour se renforcer. Donc je vois pas pourquoi nous, on attendrait. À part qu'on n'a pas d'argent, évidemment. Mais l'argent, à un moment ou à un autre, il va bien arriver sur la table. On va bien vendre des joueurs. Et il faudra se renforcer significativement. Parce que Montpellier, certes, ne va, je pense pas, être relégué sur cette saison. En fait, on en parle, on n'en sait rien. Honnêtement, la saison dernière, on disait est-ce qu'ils peuvent se sauver. À la fin, oui, ils se sauvent, et de très loin. On était peut-être un... Voilà, c'est aussi mon côté clubiste. Peut-être je me dis, c'est mon club. Effectivement, quand c'est ton club, bah, tout est décuplé. Les émotions, les sentiments, la peur, la joie, évidemment. Parfois la violence, la haine. Mais ça, c'est évidemment à proscrire. Je vous l'apprends pas. Euh, Tout ça pour dire que quand c'est ton club, parfois t'es un peu trop pessimiste. Quand je fais cette vidéo-là, Montpellier peut-il se sauver ? J'ai honnêtement peur pour le Montpellier. J'ai honnêtement peur parce que je vois d'autres clubs qui sont un peu moins bien armés, mais qui font mieux. Et là, je vois Montpellier qui est moins bien armé que les autres clubs, comme la saison passée, et qui va sans doute faire moins bien. Moins bien parce que on a l'impression que Michel Larzakarian, ça commence à s'essouffler. Voilà, je ne vais pas revenir sur le graphique de la saison passée, mais il y a une saison vraiment compliquée où en fait tu sors jamais vraiment la tête de l'eau. Effectivement, la première partie de saison est plutôt intéressante, mais c'est genre les 5 premières journées, tu vois, c'est pas plus. Donc effectivement, tout est décuplé quand c'est ton club, et donc t'as peur. Et voilà, aujourd'hui, on en arrive à une situation où Montpellier n'a pas d'argent, le club est en péril à court terme parce qu'il va devoir vendre ses meilleures valeurs marchandes,
à long terme, parce que évidemment le club ne va jamais, enfin, dans les 10 prochaines années, le projet du nouveau stade il semble plus jamais compromis, donc c'est pas facile, et tu te dis que c'est une des seules sources de revenus qui pouvait générer au moins autant d'argent que les droits TV, parce que les droits TV, bah, t'en as plus beaucoup, de l'argent qui prend les droits TV, et en fait tu te dis, là, actuellement, on est en survie, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Voilà, donc pour cette saison, ça va être compliqué, encore une fois, ça va être une nouvelle saison compliquée, il va falloir l'admettre, il faut l'accepter d'ores et déjà, parce que le championnat reprend dans quoi, 2 semaines, pas plus. Et d'ici là, à mon avis, on n'aura pas fait de recrues. Parce qu'il n'y a toujours aucun nom, on a l'impression. Bon, évidemment, la cellule de recrutement, elle taffe, elle n'est pas payée à rien faire. Mais je veux dire, il n'y a aucune fuite de transfert. Il y a certainement, je pense pas, de prise de contact qui a été faite. Les seules prises de contact dont on a entendu parler, c'était Andy Delors. Mais Andy Delors, ça a été très vite mis de côté parce que trop onéreux et pour tout un tas d'autres raisons. On ne voulait pas faire Andy Delors, la vieillesse entre autres. Voilà, tout ça nous amène à penser qu'effectivement, la saison sera compliquée, sera longue, rude, âpre, sans doute. Et j'ai du mal à voir comment Montpellier va faire mieux que ce que Montpellier a réalisé sur la saison qui vient de s'écouler. Voilà, ça fait 41 minutes qu'on parle, enfin que je parle. Je crois que j'ai à peu près tout dit, j'ai rien d'autre à dire de plus. 41 minutes pour analyser ce qui va arriver sur la saison, pour essayer d'en parler, de bien faire les choses, d'être assez clair. En tout cas, j'ai fait le plus possible que ce que je pouvais. Vous voyez, même là, quand je suis en train de dire que j'essaie d'être le plus clair possible, je bégaye. Et j'ai essayé d'être le plus clair possible. On suivra ça avec attention. Bon, moi, je vais déménager, donc les matchs à Montpellier, je pourrai plus les voir. Honnêtement, je vais être un peu plus loin, je vais être à Paris. Mais on suivra l'actualité d'un autre club. Laissez-moi vous dire que j'habite pas très loin je vais habiter pas très loin du stade Charletti. Et il se pourrait que d'ici là, on se revoit dans pas très longtemps au stade Charletti, d'autant plus que les places sont gratuites, donc évidemment que je vais en profiter. Et évidemment que je vous tiendrai au courant pour la suite des événements. 42 minutes, c'est pas mal, j'ai dit il y a 41 minutes que ça faisait 41 minutes, bref, je m'arrête là, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour l'écoute, si vous êtes resté là, je sais que c'est un format assez lourd, mais voilà, c'est un peu un format podcast. Posez-vous, écoutez-le, faites ce que vous voulez à côté, parce que je vais partir en vacances et d'ici quoi, une vingtaine de jours, on risque de revenir pour analyser la situation d'autres clubs. C'est un format que je kiffe bien. Voilà, on fait un tour d'ensemble sur qu'est-ce qui se passe dans le club, aux alentours du club, le mercato, dans le sens des arrivées, dans le sens des départs, le profil tactique de l'entraîneur, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place, etc. C'est un format qui est cool en vrai, honnêtement. Et puis, c'est des formats aussi où je peux parler en me perdant. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Vous savez, souvent, nous, on aime tous. Je pense que je suis pas le seul à faire ça. On a beaucoup de pensées et parfois notre pensée intérieure va plus vite que notre voix et on s'autocoupe la parole. Et c'est quelque chose de pas évident à maîtriser, surtout qui plus est quand tu fais une vidéo comme ça. Donc ouais, c'est un format qui va revenir sur la chaîne parce que c'est cool, ça me permet de m'entraîner à être plus concentré, à parler, à avoir une diction et une élocution plus claires. C'est pas évident, c'est les premières fois évidemment, je m'en mets encore les pinceaux et je m'en doute. Mais voilà, on reviendra et on essaiera de s'améliorer. Et voilà, je vous dis passez de bonnes vacances, on se retrouve d'ici très bientôt. Moi je vais partir à Zanzibar, me régaler. Et puis je prendrai évidemment mon maillot de Montpellier dans la valise. Sur ce, gros bisous, merci de l'écoute et à la prochaine. Salut.